Alors, pour cette deuxième table ronde, même principe, j'ai imposé aux intervenants de réfléchir en format conseil-avertissement. Mais il y a toujours une exception, une règle. Ça va être avec Anne-Laure Mérilou du groupe Valade. Parce que la spécificité de votre parcours, c'est que vous êtes rentré en 2004 au sein d'une PME corrézienne, devenue depuis une ETI qui a doublé son chiffre d'affaires et presque doublé son effectif. Et on va parler un petit peu de la croissance de l'entreprise, de la montée et de la structuration du SI, en commençant par la première découverte en prise de poste, en arrivant. C'est le peu d'ordinateurs présents dans l'entreprise à ce moment-là. Oui, effectivement, en 2004, c'est le choc. J'arrive de chez KPMG, où il y avait quand même des ordinateurs pour tout le monde. Et là, il y a 5 ordinateurs dans la société. Donc là, première question que je pose, c'est est-ce que vous pouvez me transférer le fichier des stocks? Et on m'apporte un cahier à spirale, tenu au crayon gris à la calculette. Donc là, c'est vraiment le choc. Je me dis que tout développement doit passer par la mise en place d'un système d'information digne de ce nom. Et donc, une de mes premières réalisations, c'est bien sûr d'acheter des ordinateurs pour toutes les équipes administratives, de développer le système sous AS400 qui existait à l'époque. Première étape. Première étape. Mais c'est pas suffisant. Beaucoup de gens utilisaient encore Excel. Il n'y avait pas d'uniformisation et de fiabilisation des informations. Donc on passe à l'étape suivante, la mise en place d'un projet ERP en 2011, qui s'accompagne parallèlement de la création du poste de contrôleur de gestion, qui permet de mettre en place des outils de pilotage avec les nouvelles informations, d'avoir des prix de revient du système, une nouvelle approche de la marge. Donc effectivement, c'est la croissance de l'entreprise en même temps que la croissance du système d'information. Mais on laisse la gestion du système d'information par des ressources externes, encore à l'époque. On est en quelle année à ce moment-là? On est en 2011, donc par des consultants. Et également une chargée de l'infrastructure à temps partagé, en fait, une personne qui est là entre 2 et 3 jours par semaine. Et donc on se rend compte que c'est pas suffisant et on passe à la troisième étape. Et en 2015, donc on crée la fonction responsable système d'information. Et j'ai recruté donc un cadre qui supervise le système d'information et qui doit moderniser le système d'information existant aujourd'hui. Et alors, en discutant de cette table ronde, s'il y avait le recrutement idéal de la DAF à l'heure actuelle, c'est le... Alors, je vais l'appeler le facilitateur d'accès aux données. On en a parlé, c'est vrai que le DAF et le CFO aujourd'hui est au cœur de l'information. Valade a grossi, est une ETI aujourd'hui avec un site en Italie, 2 sites en France. On a investi dans un outil de décisionnel maintenant, Business Intelligence. Donc, un de nos objectifs actuellement, c'est l'harmonisation des reporting de toutes les filiales. Et je pense que le plus important dans le monde où tout s'accélère, notamment dans l'agroalimentaire où c'est difficile en ce moment, ce qui est essentiel, c'est une prise de décision rapide. Et pour cela, il faut s'appuyer sur des informations pertinentes et rapides. Et donc, un facilitateur d'accès aux données. Je ne sais pas si la fiche métier existe encore. Non, je ne crois pas, mais quelqu'un, disons, entre contrôle de gestion et forte sensibilité système d'information, ce serait ça le recrutement idéal pour étoffer la structure. Merci Anne-Laure. Je vais me tourner vers Emmanuel Berson de Zafir, qui, dans la promotion 2016, pourrait se voir accorder le titre de Monsieur Déploiement ERP en PME. Et parce que vous avez mené de tels déploiements dans vos postes précédents, et je crois que vous avez lancé une démarche de recherche de ERP chez Zafir. Et donc, vous aviez un conseil à délivrer à vos confrères et consoeurs, qui est relatif au benchmark. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc je développe le 4e ERP, dans 4 structures où j'ai été DAF. Et donc le conseil, pour moi, c'est d'élargir le benchmark. Il ne faut pas se limiter aux gros ERP du marché. Aujourd'hui, il y a des ERP middle market qui ont beaucoup progressé ces 10-20 dernières années, avec une richesse fonctionnelle qui pour moi s'approche des gros ERP du marché. Ils savent faire maintenant beaucoup de choses, ces ERP middle market. Et ils sont plus simples à mettre en place, beaucoup moins coûteux à mettre en place. Donc ce sont des projets pour des PME qui partent souvent de pas grand-chose, comme certaines sociétés, et comme celle de Zafir aujourd'hui, où dans l'usine on a zéro PC. C'est une première étape, ça permet de mettre
un ERP qui est riche fonctionnellement, mais adapté à la PME. Ça permet aussi de nouer un partenariat. Je pense que pour une PME, nouer un partenariat avec SAP, c'est compliqué. Nouer un partenariat avec un ERP middle market, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, je trouve, pour la réussite du projet. Pardon. Il y avait un avertissement que vous souhaitez délivrer qui est spécifique aussi aux PME, c'est l'impact parfois mal mesuré du temps requis pour un tel déploiement. Et donc, pensez bien à l'allocation de ressources. Et je crois que vous aviez même une évaluation de ce temps-là. Oui, donc la mise en place d'un ERP, c'est une équipe projet qui va de 3 à 7 personnes. Et on a besoin des gens entre 50 et 60% de leur temps. Sur certaines phases du projet, ça monte à 150%. Et donc, il faut anticiper ça parce qu'il y a de l'opérationnel à faire également. Donc, en amont du projet, il faut vraiment réallouer les charges de travail opérationnelles quotidiennes pour dégager du temps et s'assurer que l'équipe projet aura le temps de paramétrer, de tester. C'est des heures et des heures à y passer. Donc voilà, ça c'est un avertissement. Et, voilà. Et puis le dernier peut-être, c'est aussi c'est de demander à l'intégrateur d'avoir des consultants experts et expérimentés. Mais moi, mon critère, c'est plus de 10 ans d'expérience, parce que c'est vrai qu'une PME, des fois, elle n'a jamais mis en place de RP. Donc si en plus, on est en face de nous des consultants, des intégrateurs débutants, alors là, c'est la catastrophe. Voilà. Merci Emmanuel. Alors, avec l'intervenante suivante, nous allons nous plonger dans un secteur d'activité, la santé, très concerné par la transformation digitale. Je vais parler de Sandra Utrera pour l'American Hospital of Paris. Sandra, vous avez rejoint l'American Hospital en 2008 et pour le coup, votre diagnostic a été posé assez vite sur le fait qu'il y avait de nombreux investissements, mais les fonctions support n'en bénéficiaient pas tant que ça, et surtout le SI, d'où, bien évidemment, j'ai envie de dire, un ERP, mais surtout, dans votre cas, un serpent de mer qui est l'outil de facturation. Je vais juste préciser 2 éléments spécifiques. L'American Hospital, c'est, je crois, vous m'aviez dit 50 services décentralisés qui sont susceptibles de facturer, et un établissement qui n'est pas conventionné. Partant de là, une expérience très, très particulière que j'ai vécue à mon arrivée à l'hôpital américain en 2008. Il faut savoir effectivement qu'un outil de facturation hospitalier, c'est une des pièces maîtresses d'un établissement de soins. À côté du dossier patient informatisé, c'est 2 pièces très, très importantes. Et l'hôpital américain avait décidé fin 2006 de choisir un logiciel pour traiter cette partie facturation qui était précédemment traitée par un développement spécifique. Ce projet avait été mené, ce projet de choix logiciel avait été mené sans tenir compte de spécificités importantes de notre établissement, à savoir que contrairement à toutes les cliniques privées qui se voient imposer une méthode de tarification de ses patients, l'hôpital américain a une liberté totale en termes de facturation. Donc ça, c'était un élément très très important qui n'avait pas du tout été appréhendé. Et d'autre part, nous avons 30% de notre patientèle qui vient de l'étranger avec des contrats d'assurance santé très spécifiques et pas, je dirais, calqués sur les contrats de santé français. Résultat, après un changement de DAF en cours de projet, le projet a démarré avec 2 ans de retard. Les coûts initiaux du projet ont été multipliés par 10. Donc, à la faveur à la fois des développements spécifiques et de l'allongement du projet, autant vous dire un établissement complètement traumatisé par cette expérience. Aussi, en 2014, quelques années plus tard, quand on a commencé à se dire en interne qu'il fallait qu'on change ce produit, la première des choses que nous avons faites, c'est rédiger de façon très soigneuse et très attentive, en prenant le temps qu'il fallait, un document listant toutes nos spécificités par rapport aux standards du métier. Et c'est avec ce bréviaire sous le bras que nous sommes allés voir les éditeurs pressentis du marché. Et ça, c'est mon conseil. C'est quand on est dans une activité atypique ou atypique par rapport à son marché, il faut faire très très attention avant d'aller voir un éditeur.
Ceci nous a permis aussi de tester la motivation de l'éditeur à mener notre projet, parce que certains éditeurs, quand ils ont vu le document, ont dit très peu pour nous, on arrête là. On a continué à discuter avec un éditeur qui, lui, a montré beaucoup de professionnalisme et s'est intéressé. On a pu signer en juillet un contrat qui aujourd'hui liste les développements spécifiques qui ont été contractualisés, bien entendu, ce qui assure une certaine maîtrise budgétaire. Et aujourd'hui, nous sommes sur un projet assez tendu en termes des délais, mais avec une date de démarrage au 1er janvier 2017. Donc mon conseil, c'est attention aux spécificités de nos activités quand on discute avec les éditeurs de logiciels, parce que ça peut coûter très très cher en termes financiers, mais aussi en termes d'énergie humaine. Voilà. Merci Sandra. Je vais me tourner maintenant vers Marc Monnier, puisque Marc, en préparant cette table ronde, vous vouliez insister sur deux éléments, la communication interne et puis l'accompagnement face au changement. Là-dessus, je pense que tout le monde est convaincu sur la nécessité d'accompagner au changement, mais un petit conseil et un avertissement. Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'en tant qu'éditeur de logiciels, on se retrouve un petit peu à la croisée des chemins entre les projets ERP, des grandes mises en place de systèmes d'information et de big data. Et c'est vrai que souvent, on a tendance un petit peu à se dire, une fois que le système sera mis en place, les choses se passeront bien. Donc, c'est pas forcément le cas, c'est pas forcément une solution miracle ou la panacée. C'est notamment effectivement que la mise en place de systèmes aujourd'hui d'information souvent permettent de mettre en lumière les problèmes internes à l'entreprise, donc des problèmes d'organisation, des problèmes de communication, notamment en matière d'information. Donc, souvent, c'est positif, mais attention effectivement aux effets qui peuvent être négatifs et qui mettent en lumière ces éléments. Et ensuite, donc petit conseil, souvent on intervient assez en amont sur des projets effectivement d'information et de mise à plat de toute l'organisation du système d'information, et bien effectivement mettre en place un audit de l'existant qui va permettre effectivement de clarifier les étapes et de les budgéter également. Merci. Ça fait écho au propos d'un DAF qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Il s'agit d'Olivier Géry du groupe Grimaud. Le groupe Grimaud, c'est une activité de sélection génétique animale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un épisode de grippe aviaire a lieu dans le sud-ouest, et donc Olivier est appelé avec le reste de la direction pour gérer cette crise sanitaire. Et lui m'avait dit que le besoin de communication dans un projet impactant le SI, il l'évaluait à entre 10 à 20% du temps et ressources hommes. Voilà. Et donc pour terminer cette table ronde, je vais me tourner vers Raphaël Vallée de Solistic. Alors Raphaël, vous êtes DAF, DSI et chef de projet opérationnel chez Solistic. Solistic souhaite augmenter la part de ses revenus liés aux services. Et ça vous permet, puisque dans ce cadre-là, vous avez dû manier des termes de business intelligence et big data et plus que manier les termes, de délivrer un conseil et un avertissement tiré de votre expérience. Oui, alors le big data, on en parle beaucoup, il y a beaucoup d'articles et je crois même dans les recrutements actuels, beaucoup de profils big data sont recherchés. Je pense qu'en tant que DAF, comme on est habitué à manier les données, naturellement, mon président s'est adressé à moi pour mener ce projet de changement de la façon de travailler sur une de nos activités, qui est la maintenance. Et alors pour un DAF, la maintenance, c'est assez confortable, hein, c'est une vision à plutôt moyen terme, 3, 5, 8 ans, avec des revenus récurrents, une marge en général confortable. On pourrait s'arrêter là. Malheureusement non, nos clients veulent évoluer. Après être partis, avoir externalisé la maintenance, ils veulent optimiser leurs coûts. Et pour optimiser leurs coûts, ils veulent que leur mainteneur passe d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Et donc on se retrouve avec des contrats qui sont plus des contrats d'assistance basés sur un nombre de personnes qui sont présents dans les centres pour pallier à toute panne,
à plutôt un modèle de maintenance préventive où les contrats sont assis sur des critères de performance que le mainteneur doit parvenir à atteindre afin de minimiser les pénalités. Pour faire ça, Solistic a plusieurs milliers d'équipements partout dans le monde. Et une des premières étapes afin de passer sur ce nouveau mode de maintenance préventive, ça a été d'abord de connecter tous ces équipements afin de récupérer toutes les données d'usage de ces équipements. Donc toutes les données sont remontées. On a créé une cellule spécifique avec des data analystes qui récupèrent toutes ces données, qui les analysent et qui nous permettent de définir la meilleure stratégie à mettre en place pour faire de la maintenance préventive, faire des révisions de ces équipements, non pas au moment de la panne, mais en amont. Et ça nous permet en effet d'atteindre nos critères de performance. Notre mini data center est devenu un petit peu une référence dans notre secteur. Nos clients viennent le visiter et ça nous permet de nous ouvrir de nouveaux marchés de maintenance. Et donc le big data à ce titre nous a permis de créer de la valeur. On est en train d'augmenter notre part de marché sur le marché de la maintenance de ces équipements. Ça crée de la valeur à la fois pour l'entreprise mais aussi pour le client parce que pour collecter ces données, on s'appuie sur des outils de GMAO, en général des outils assez pointus, qu'on partage avec nos clients. Et donc les clients récupèrent eux aussi toutes les données de cette GMAO et ça leur permet d'optimiser également leurs opérations. Donc c'est gagnant-gagnant et on parvient avec cette utilisation du big data à créer de la valeur. Alors, bien sûr, il y a un revers à ça, nécessairement. Finalement, collecter la donnée, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. C'est la traiter derrière et c'est l'analyser. Et très vite, on s'aperçoit que c'est extrêmement chronophage. On peut très vite s'éloigner de l'objectif à atteindre. Et donc, mon conseil, ça serait de vraiment bien délimiter le périmètre quand on commence à faire de l'analyse de données. Eh bien, merci à vous pour ces échanges.